Alors on passe au symposium et je vous invite à rester juste, on va prendre une demi-heure. Je tiens à remercier alors les organisateurs d'avoir programmé ce symposium. Je tiens également à remercier la compagnie BNC. Je ne vois pas les représentants. Ils sont là ? Presque, je ne les vois pas. Donc je tiens à les remercier aussi d'avoir participé à notre congrès en préparant ce symposium. Alors, ils ont choisi professeur Sonia Maralj pour ce symposium et je pense qu'ils ont fait le bon choix. Étant donné que Sonia, je vous invite à venir, évidemment. Sonia, elle porte, on va dire, double ou triple casquette. On va dire triple. Mais pour ce sujet particulier, celui du SAS chez la personne âgée, donc Sonia est déjà gériatre et secrétaire général de la Société tunisienne de gériatrie, mais également elle est somnologue et vice-présidente de la Société tunisienne de médecine du sommeil. Donc à qui confier cette tâche, si ce n'est à Sonia. La triple casquette, elle est aussi pneumologue et secrétaire générale de notre société. Voilà, Sonia, à vous la parole et je vous confie cette tâche. Merci beaucoup, professeur Gharbi, pour cette belle présentation. Et à mon tour, je tiens à remercier effectivement BMC d'avoir choisi ce sujet. Pourquoi ? Parce que bien que le syndrome d'apnée obstructive du sommeil est une pathologie qui n'a pas d'âge, elle peut se voir à tous les âges, mais la fréquence augmente avec l'âge pour toucher principalement la population gériatrique, d'où l'importance de parler de cette pathologie chez les sujets âgés. Et comme vous le savez tous, on assiste à un vieillissement de la population partout dans le monde, y compris la Tunisie. Et donc le syndrome d'apnée obstructive du sommeil du sujet âgé est un vrai problème de santé publique. Et si on regarde les prévalences rapportées dans la littérature de la fréquence du SAOS chez les sujets âgés, on voit que l'intervalle est très large, ce qui témoigne de la disparité entre les différentes publications avec une prévalence un intervalle variant de 26 à 81% si on utilise le cutoff de 5 par heure d'index d'apnée-hypopnée et de 13 à 72% si on utilise le cutoff de 10 ou 15 par heure. Ceci témoigne de quoi ? Ceci témoigne que le syndrome d'apnée obstructive du sommeil reste, malgré sa fréquence, sous-diagnostiqué et par conséquent sous-traité dans la population gériatrique. Et pourquoi ça ? Parce qu'il y a des modifications physiologiques déjà avec l'âge, il y a des comorbidités qui sont souvent là, qui font que les symptômes de la maladie classique qu'on connaît sont souvent frustes ou bien atypiques. Et souvent, il y a une banalisation des symptômes. Une personne âgée qui somnole n'inquiète pas beaucoup les gens. En plus des difficultés de prise en charge dans cette population et des difficultés d'accès déjà au suivi médical. Dans cette population, souvent, ils sont dépendants d'une tierce personne pour aller consulter. Tout ceci aboutit à un retard du diagnostic qui aggrave encore la prise en charge de ces malades. Alors pourquoi cette fréquence plus élevée dans la population gériatrique du SAOS ? Parce qu'il y a déjà des modifications physiologiques qui favorisent la survenue des événements respiratoires obstructifs avec des modifications anatomiques. Et dans cette population, il y a physiologiquement une baisse de calibre des voies aériennes supérieures, soit par un problème d'édentation, une perte de l'élasticité des tissus, ou bien une répartition graisseuse qui se modifie avec l'âge, avec une prédominance au niveau des troncs et au niveau de la région abdominale. Également, physiologiquement, il y a une altération du réflexe des muscles dilatateurs du pharynx qui peuvent également être altérés par l'effet de maladies neurologiques souvent fréquentes avec l'âge, notamment la maladie d'Alzheimer. Également, chez la population gériatrique, souvent on a recours à des sédatifs, à des hypnotiques qui sont utilisés pour des troubles du sommeil et qui font altérer la fonction des muscles dilatateurs du pharynx. En plus de l'effet particulier chez la femme de la ménopause,
La perte des hormones sexuelles fait qu'il y a un effet délétère sur les muscles des voies aériennes supérieures et sur le contrôle ventilatoire, et ce qui explique l'absence, la disparition de cette prédominance masculine chez l'adulte jeune de la maladie apnéique qui disparaît donc avec l'âge. Bien sûr, en plus de ces facteurs liés à l'âge, il y a les autres facteurs favorisants qu'on connaît tous, dont l'obésité. Mais cette obésité qui existe chez 2 apnéiques adultes sur 3, elle est rare chez le sujet âgé. Donc, c'est pas rare de trouver des sujets âgés apnéiques qui ne sont pas obèses du tout. Et la survenue en fait du syndrome d'apnée obstructive du sommeil, c'est la conséquence d'un trouble multifactoriel. Et actuellement, on sait qu'il y a la notion de phénotype soit anatomique, soit non anatomique, lié soit à une diminution du calibre des voies aériennes supérieures, ou bien donc une inefficacité de l'activité des muscles dilatateurs du pharynx, ou bien une instabilité du contrôle ventilatoire. Le tout va être à l'origine, et là, l'implication de ces différents facteurs qui peuvent être intriqués, mais c'est variable d'une personne à une autre, va être à l'origine d'un déséquilibre entre les forces occlusives et les forces dilatatrices du pharynx, aboutissant aux événements respiratoires obstructifs. Donc pourquoi suspecter le syndrome d'apnée de sommeil chez les personnes âgées? Alors les signes classiques qu'on connaît, le ronflement et la somnolence diurne, malheureusement, ce n'est pas les signes qui amènent le sujet âgé à consulter le plus souvent. Souvent, il n'y a pas le conjoint, il n'y a pas l'entourage qui sont gênés par le ronflement qui vont amener le patient à consulter. La somnolence également n'inquiète pas ni le patient ni son entourage. Une personne âgée qui somnole n'inquiète personne. Et donc, c'est pour cela qu'il faut être vigilant par rapport à la durée des siestes. Lorsqu'elle dépasse 1 heure, on doit être averti vers le diagnostic du syndrome d'apnée de sommeil. Alors, les autres signes diurnes et nocturnes peuvent être observés chez le sujet âgé, mais j'insiste sur la fréquence des troubles de l'humeur avec cette irritabilité, anxiété, voire même une humeur dépressive chez les sujets âgés, et des troubles cognitifs avec les troubles de l'attention, les troubles mnésiques, qui doivent attirer notre attention vers la maladie apnéique chez la population âgée. Et toute la problématique dans la population gériatrique, c'est que ces signes-là peuvent être présents liés à d'autres pathologies qui sont souvent présentes chez la population âgée. C'est pour cela qu'il faut savoir qu'il y a d'autres signes peut-être qui vont nous aider et nous orienter à penser à un syndrome d'apnée de sommeil chez les seniors. Ce sont des signes qui ne sont pas spécifiques, mais qui sont particulièrement fréquents dans la population gériatrique, notamment les chutes fréquentes récentes. Donc un sujet âgé qui n'a pas l'habitude d'avoir des chutes et qui commence à faire des chutes récemment, ça doit attirer notre attention. Les confusions nocturnes, la sécheresse buccale au réveil, et le glaucome également, une circonstance de découverte fréquente dans la population gériatrique. Après la confirmation, c'est comme pour l'adulte, il faut faire un enregistrement polysomno ou bien polygraphique, en sachant que chez le sujet âgé, ces examens, surtout la polysomnographie, n'est pas bien toléré, et surtout dans l'analyse de ces enregistrements, on doit tenir compte des perturbations de l'architecture du sommeil lié à l'âge et les désaturations fréquentées à l'âge dans notre interprétation. Et c'est pour cela qu'on fait de plus en plus de polygraphie ventilatoire chez les sujets âgés, puisque c'est plus simple à les faire dans cette tranche d'âge. Alors, le diagnostic donc du SAOS chez le sujet âgé est basé, comme pour l'adulte, sur les critères ICSD-3, avec des critères A, cliniques, des symptômes et des comorbidités, plus le critère B, polygraphique ou bien polysomnographique avec un index supérieur ou égal à 5, ou bien le critère C, polygraphique uniquement ou polysomnographique avec un index des événements respiratoires obstructifs qui dépasse les 15 par heure. Ces critères-là sont valables à partir de l'âge de 18 ans. Et si on regarde dans les littératures, on voit que chez les sujets âgés, on peut trouver facilement des index qui dépassent 5 par heure. Et donc, par exemple, dans cette étude, vous voyez que pour les hommes âgés qui ont un index supérieur à 5 par heure, c'est à peu près 84% et 61% des filles, des femmes. Et si on utilise le cutoff de 15, la fréquence est réduite de moitié. Donc, on se pose toujours la question, est-ce que vraiment on peut appliquer ces critères dans la population gériatrique ou peut-être il faut penser à un cutoff plus élevé dans cette tranche d'âge? C'est pour cela que
beaucoup de recommandations encouragent de faire en fait des tests de dépistage déjà pour prioriser les personnes âgées à qui il faut faire donc ces enregistrements polygraphiques ou bien polysomnographiques, notamment l'oxymétrie nocturne à la recherche de ces pics de désaturation, ou bien la méthode ONSI. C'est une méthode qui est utilisée surtout pour les patients hospitalisés ou bien dans les maisons de retraite, où on charge un personnel à faire des visites standardisées durant le sommeil. Il va chercher si la personne âgée fait au moins un épisode de pause respiratoire ou bien 2 épisodes de ronflement qui font suspecter un SOS chez cette personne-là et va induire donc un enregistrement qui sera fait. Alors pourquoi c'est important de dépister le SOS chez les sujets âgés? Certes, et là, on le sait, il n'y a pas d'influence de l'âge sur la sévérité du SOS. Ça veut dire que les sujets âgés n'ont pas, au contraire, un SAS qui est plus sévère par rapport à l'adulte jeune. Mais il est plus grave, la survenue du SOS chez les sujets âgés est plus grave parce que l'âge, c'est un cofacteur qui va aggraver les effets aigus liés à cette hypoxémie intermittente, et donc il y aura une majoration de l'excitation du tonus sympathique, des phénomènes inflammatoires, du stress oxydatif, de la dysfonction endothéliale, ce qui aggrave la fréquence et la gravité des complications à court terme et à long terme, surtout en matière de complications cardiovasculaires et métaboliques, et je vais y revenir tout à l'heure. Et ceci a été prouvé dans une étude que nous avons réalisée dans le service et qui a fait l'objet d'une thèse soutenue par Dr Mariam Ammar et dirigée par mon ami Dr Houdé Ruiz, et qui a montré que dans notre population tunisienne, les apnéiques âgés de plus de 65 ans, en plus d'hypertension artérielle, ils ont plus de dyslipidémie par rapport aux apnéiques âgés de moins de 65 ans. Donc en fait, la morbidité cardiovasculaire chez les apnéiques gériatriques ou bien âgés donc, est une réalité avec des apnées, une hypertension artérielle très fréquente, surtout dans les cas des formes sévères. Attention aux sujets âgés qui font des accidents coronariens la deuxième moitié de la nuit, à partir de 2h du matin jusqu'à 8h. Ça fait suspecter un syndrome d'apnée de sommeil, puisqu'habituellement, c'est des accidents qui sont diurnes. Donc, le fait de l'effort la nuit, deuxième moitié, doit attirer notre attention. L'existence des troubles du rythme nocturne initialement en forme débutante et l'insuffisance cardiaque gauche. Mais le problème dans la population gériatrique, c'est faire le lien de causalité directe du SOS et la survenue de ces complications et reste controversé, puisque la survenue de ces complications est souvent multifactorielle dans la population gériatrique. Sauf pour l'accident vasculaire cérébral ischémique, il a été démontré que le SAS sévère constitue un facteur de risque indépendant de survenue d'AVC et de mortalité par AVC chez les seniors. Également, les troubles cognitifs sont fréquents chez les sujets âgés qui touchent aussi bien l'attention que les fonctions exécutrices que la mémoire, et les mécanismes sont multiples, en particulier l'hypoxie nocturne, la fragmentation du sommeil, la diminution du débit sanguin cérébral. Le problème chez les sujets âgés, c'est que le syndrome d'apnée de sommeil peut être causal de ces troubles cognitifs, comme ça peut être un facteur tout simplement aggravant d'un trouble cognitif qui était précédent et qui n'était pas diagnostiqué. Également, l'âge constitue un facteur de risque d'altération de la qualité de vie chez les sujets apnéiques. Et c'est une étude faite par nos amis donc, de l'équipe de médecine de travail et de pneumologie de Sousse qui ont montré que chez les patients apnéiques, l'âge était un facteur de risque indépendant de l'altération de la qualité de vie chez les patients apnéiques par rapport aux sujets plus jeunes. Donc, le syndrome d'apnée de sommeil est une pathologie qui est grave et menaçante pour la population gériatrique. Qu'est-ce qu'on peut proposer comme moyen thérapeutique? Certes, déjà, face à l'âge, et là, c'est très important de connaître ceci, l'âge en lui-même ne doit pas modifier notre attitude pour diagnostiquer un syndrome d'apnée de sommeil chez une personne âgée et donc à traiter la maladie. Et notre conduite à tenir va dépendre, comme pour l'adulte plus jeune, sur la sévérité de la maladie, qui est évaluée sur l'index d'apnée-hypopnée et sur les symptômes. Toutefois,
la pertinence de l'évaluation de la sévérité sur l'index d'apnée-hypopnée perd toute son importance chez la population âgée où l'index déjà physiologiquement est élevé. D'où l'importance de tenir compte des symptômes, donc du retentissement de cette maladie sur les symptômes du patient pour évaluer la sévérité de leur maladie et proposer une prise en charge. Bien sûr, cette prise en charge dépend également du phénotype et de l'endotype sous-jacent anatomique ou non anatomique. Toutefois, la population gériatrique est une population qui est très hétérogène. On a des sujets âgés qui sont en très bon état de santé, des sujets âgés qui sont au contraire très dépendants, et entre les deux, il y a les sujets âgés fragiles qui sont susceptibles de décompenser pour n'importe quelle raison. C'est pour cela que dans notre prise en charge, en plus de l'évaluation de la sévérité et de phénotype et endotype sous-jacent, il faut une bonne évaluation de l'état physiologique, des comorbidités associées qui peuvent constituer soit des contre-indications, soit des précautions à prendre pour la prise en charge de ces malades, et il faut réaliser des évaluations gériatriques standardisées et surtout l'éducation de ces patients. Et en matière d'apnée de sommeil dans la population gériatrique, l'éducation doit intéresser aussi bien le patient que son entourage. C'est très important pour garantir une meilleure observance et une meilleure accessibilité aux soins. Et donc l'objectif, la prise en charge du SAOS chez les sujets âgés, comme pour l'adulte, diminuer la mortalité, diminuer la morbidité, améliorer les symptômes, et là on insiste chez les sujets âgés surtout sur l'amélioration de la vigilance et les fonctions cognitives, améliorer leur qualité de vie. En termes de réduction de l'index d'apnée-hypopnée dans la population gériatrique, il faut trouver le juste milieu, équilibre entre la réduction de l'index d'apnée-hypopnée et une bonne tolérance, une bonne observance du traitement, en particulier lorsqu'on parle de la ventilation par pression positive continue. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer comme moyens thérapeutiques ? Il y a les moyens hygiéno-diététiques qui doivent être bien sûr proposés, quelle que soit la sévérité du SAOS. La réduction pondérale, lorsque la personne âgée est obèse, bien sûr, il faut proposer cette réduction pondérale. Et dans la population gériatrique, on va se baser essentiellement sur les règles alimentaires plutôt et un peu l'exercice physique, s'il n'y a pas de complications qui vont empêcher l'exercice physique, mais la chirurgie bariatrique n'est pas à proposer pour les sujets âgés vu les comorbidités, l'état physiologique et tout. Il faut éviter les facteurs aggravants, l'alcool, le tabac, les hypnotiques, les sédatifs, à conseiller d'avoir une hygiène de sommeil stable, et on peut également proposer chez les personnes âgées qui sont édentées de dormir avec leur appareillage dentaire, bien qu'il n'y a pas de recommandation, mais on le fait souvent et ça donne de bons résultats. Alors, le traitement par pression positive continue, il n'y a pas de recommandation spécifique pour la personne âgée. La STMR1 a publié en 2014 son référentiel sur le SAOS et a proposé donc de ventiler les patients apnéiques sévères, quel que soit l'âge, par l'APPC, sans vraiment de donner des spécificités par rapport à la mise en place ou la titration ou bien l'index résiduel chez la population gériatrique. Mais il faut savoir qu'il faut avoir le courage de proposer cette ventilation dans la population gériatrique parce que déjà, l'observance et la tolérance sont bonnes, surtout si on implique les aidants dans cette prise en charge. Et vous voyez, dans l'étude que nous avons réalisée dans le service, on n'a pas trouvé de différence quant à l'adhérence à la PPC dans le groupe âgé par rapport au groupe moins de 65 ans. Et dans la cohorte française, vous voyez, le taux d'observance était à 5 mois de 85,5%, donc c'est une observance qui est excellente. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que dans le groupe avec une adhérence bonne, 4% avaient une démence. Donc même les patients qui ont une démence légère ou modérée, il ne faut pas hésiter à les ventiler, surtout lorsqu'on implique les aidants dans cette prise en charge. Mais toutefois,
il faut faire attention dans notre ventilation aux comorbidités qui peuvent être là, notamment l'insuffisance cardiaque. Et par exemple, dans ce cas-là, il faut éviter la ventilation, la titration par des appareils autopilotés. Il faut choisir l'interface adaptée à la personne âgée. Et souvent, les sujets âgés, on n'a pas besoin d'augmenter beaucoup les pressions. Une pression souvent de 5 à 6 cm/12 est suffisante avec une efficacité comparable par rapport aux sujets jeunes. Sur la mortalité et des études qui ont porté uniquement chez des sujets âgés, vous voyez, il y avait pour les malades observant à leur PPC un effet protecteur et une meilleure survie. Sur les complications cardiovasculaires, l'efficacité, pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure, avec l'origine multifactorielle de ces complications dans la population gériatrique, reste controversée pour l'hypertension artérielle. Pour les pathologies coronariennes, l'insuffisance cardiaque également, et l'AVC, dans cette étude publiée en 2024, vous voyez qu'il y avait un effet protecteur lorsqu'on traite par PPC les patients apnéiques et âgés. La ventilation par PPC permet également d'améliorer les symptômes des sujets âgés, en particulier réduire le risque de chute et surtout améliorer la fonction cognitive. Surtout, ça permet de diminuer, même s'il y a un trouble cognitif précédent le syndrome d'apnée de sommeil, ça permet de ralentir la vitesse de déclin de la fonction cognitive. Pour les apnéiques légers, comme pour l'adulte jeune, on peut proposer d'autres alternatives thérapeutiques. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer? L'orthèse d'avancier mandibulaire, avant on disait que ce n'est pas préconisé chez les sujets âgés et c'est un moyen qui n'est pas adapté dans cette tranche d'âge. Mais actuellement, et on verra demain lors de notre conférence sur le traitement innovant dans le syndrome d'apnée de sommeil, que les orthèses maintenant intelligentes, les orthèses fabriquées par processus numérique et peuvent donc être utilisés chez les sujets âgés. Même les sujets âgés édentés, on peut lui proposer maintenant des orthèses. Bien sûr, la chirurgie, ce n'est pas un moyen qui est recommandé chez les apnéiques âgés, surtout la chirurgie osseuse, bien sûr. Donc, en conclusion, le syndrome d'apnée obstructive du sommeil constitue un problème majeur de santé publique dans la population gériatrique avec un risque de mortalité et de morbidité qui sont élevés, mais le lien de causalité reste moins évident à cause de tous les facteurs confondants. Ces modifications physiologiques liées à l'âge, les comorbidités, l'iatrogénie, les particularités socio-économiques dans cette tranche d'âge font que le syndrome d'apnée obstructive du sommeil est souvent sous-diagnostiqué, banalisé, négligé, insuffisamment investigué et donc sous-traité. Donc il ne faut pas tout rapporter à la sénescence et proposer une prise en charge adaptée afin d'améliorer les symptômes, la qualité de vie, réduire les complications cardiaques, mnésiques et la mortalité, d'autant plus que le bénéfice de la PPC a été démontré chez les apnéiques sévères observant à leur PPC. Mais étant donné que c'est une population très hétérogène, il faut une bonne évaluation gériatrique globalisée, évaluant le retentissement clinique et l'importance des symptômes du patient, sans oublier ses propres préférences, dans le cadre d'un pronostic global, parce que souvent c'est des malades qui sont polytarés, donc il y a des pathologies qui peuvent être menaçantes du pronostic vital, et donc tout ceci pour éviter tout ce qui est overuse, misuse and interuse. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Maaj, pour cette très très belle présentation exhaustive qui nous rappelle l'intérêt d'aller diagnostiquer le SASH chez le sujet âgé et de le traiter, surtout ne pas hésiter à le faire parce que vous l'avez bien montré, il a tout à gagner et la société a tout à gagner sur ça. Est-ce qu'il y a des interrogations dans la salle? Il y a Dr Nawel Cheuch, s'il vous plaît, le micro pour Dr Cheuch de l'autre côté. Nawel Cheuch de l'autre côté. Ah, après il y a Dr Turki.
Merci, professeur Maraj, pour cette très belle présentation. Moi, je voudrais vous poser la question à propos de quelques études récentes qui ont montré chez les patients très âgés, on parle là des patients de l'âge de 80-85 ans, où la PPC, lorsqu'elle est mise en place, elle n'est pas aussi efficace que chez l'autre population, et qui préconise chez ces patients-là de plutôt se fier à la clinique. S'il y a un bénéfice, on garde la PPC, sinon on va l'enlever. Qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, d'ailleurs j'avais une plaque que j'ai supprimée faute de temps, donc pour laisser un peu le temps après pour la discussion, mais effectivement il y avait une étude où chez les patients âgés de plus de 85 ans, donc il y a une observance qui est inférieure par rapport à la tranche d'âge entre 65 et 84 ans, et que chez ces sujets-là, on ne va pas laisser tomber la PPC, mais il faut être plutôt plus vigilant et surtout insister sur l'éducation donc des aidants, dans l'entourage, pour favoriser donc et améliorer l'observance chez ces patients-là. Mais bien sûr, d'ailleurs, pour les Alzheimer, par exemple, sévères, là aussi, c'est des difficultés. Il y a des difficultés à obtenir l'observance. Et c'est pour cela que j'ai insisté, moi, dans la prise en charge, de ne pas se limiter à l'index d'apnée-hypopnée dans notre décision thérapeutique, mais au contraire, au retentissement clinique de la maladie pour proposer un moyen thérapeutique. Toujours dans le cadre d'un pronostic global également du sujet âgé. Docteur Turki, tu as le micro déjà. Merci. Je pense qu'elle a répondu à ce que je voulais poser, professeur Maraj. C'est surtout on trouve beaucoup de problèmes chez les patients qui présentent un syndrome d'apnée de sommeil sévère sous PPC lorsqu'ils présentent une maladie d'Alzheimer ou une démence. Donc c'est vraiment quelle est votre expérience dans ce sens, parce que c'est vraiment si vous avez des recommandations. Et deuxièmement, comme vous avez dit tout à l'heure, il y a de nouveaux marqueurs, à mon avis, qu'il faut essayer d'introduire surtout pour les personnes âgées, parce qu'ils sont très fréquemment symptomatiques en plus, avec les nouveaux marqueurs polysomnographiques. Je pense, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il faut vraiment étendre, comme vous avez dit tout à l'heure. C'est ça les deux questions. Je suis parfaitement d'accord avec toi, Dr Turki, effectivement. Donc, déjà, pour la première question concernant les malades avec un état de démence important, moi, en cas de démence, pour les légers et les modérés, donc je fais une tentative quand même pour ventiler ces malades, tout en s'aidant donc de la famille pour l'observance. Mais c'est vrai, dans les cas où le malade a une démence très évoluée, bien sûr, là, il y a toujours l'équilibre et le bénéfice-risque, si vous voulez. Donc, si le malade présente des complications graves, une HTA mal équilibrée, ou bien c'est des malades qui ont des fibrillations qui récidivent à chaque traitement, etc., on fait quand même une tentative, on essaye, mais bien sûr, si vraiment la démence n'est pas contrôlée, et souvent c'est une prise en charge multidisciplinaire, et on collabore avec nos collègues neurologues pour essayer de stabiliser ces malades pour leur maladie, pour leur état de démence, afin donc de pouvoir les ventiler. Mais bien sûr, moi j'ai pas beaucoup de malades, mais j'ai 5 malades qui ont une Alzheimer qui est très évoluée et chez qui j'ai pas pu les ventiler. Donc là, vraiment, mais heureusement qu'ils ne sont pas nombreux. Merci beaucoup, Sonia, pour cette belle présentation. Je pense qu'il n'y a pas d'autres interrogations dans la salle. Merci encore, c'était très clair et je réitère mes remerciements à la compagnie BMC pour ce très beau symposium.